Cratyle de Platon, notice introductrice, suite. 3. Les personnages du dialogue. On convient en général que la composition du cratyle n'offre pas la belle ordonnance ni l'équilibre si sensible dans d'autres dialogues platoniciens. On s'est montré surtout choqué du développement disproportionné donné à la partie étymologique. Platon croyait avoir raison, mais il est certain que du point de vue artistique, l'économie de l'œuvre en a souffert. Le cratyle n'est d'ailleurs pas dépourvu de valeur dramatique. Cette valeur résulte du plan même de l'ouvrage et des revirements successifs qu'offre la marche du dialogue. Elle est sensible dès le début qui s'ouvre avec une brisquerie pleine de vivacité. Après le premier entretien, on peut croire la recherche terminée. Il a donné raison à Cratyle contre Hermogène. Or voici que l'enquête est reprise et aboutit à justifier partiellement la thèse d'Hermogène contre Cratyle. Sommes-nous arrivés au terme ? Non, car Platon fait voir que les deux thèses ont en fait peu d'intérêt, puisque la vraie connaissance des choses ne doit pas être demandée au nom. À l'intérieur même des développements se produisent des retours inattendus où se joue l'ironie platonicienne. Après avoir consacré de longues explications aux étymologies, Socrate les déclare sans fondement. Les procédés employés ne sont que des expédients, et l'ensemble reste en l'air, car il eût fallu étudier auparavant la formation des noms primitifs. On croit être parvenu à une définition du nom, quand Socrate constate soudain qu'elle n'est pas bonne et qu'il faut en trouver une autre. Ayant défini la méthode à suivre pour étudier la formation des noms primitifs, il paraît se dérober tout à coup, se disant incapable de faire les distinctions nécessaires, etc. La valeur dramatique du dialogue réside aussi dans l'attitude des personnages mis en scène. Comme d'habitude, c'est la figure de Socrate qui domine l'entretien. On retrouve ici ses traits ordinaires, son affectation d'ignorance, sa dialectique patiente et rigoureuse qui ne se satisfait point d'à peu près et revient sans cesse sur les résultats acquis pour en contrôler la justesse, sa bonhomie railleuse dont l'ironie, paraissant s'exercer sur lui-même comme sur l'interlocuteur, déconcerte l'adversaire et ménage à la marche du dialogue des revirements imprévus. Cette souple dialectique se joue avec une sûreté infaillible des contradictions apparentes et des difficultés. Sous des dehors capricieux, elle sait où elle va et sa prudence s'arrête où il faut. Autant que les idées qu'il exprime, les diverses attitudes de Socrate, ses changements de ton, ses avertissements dessinent la courbe de l'entretien et nous renseignent au fur et à mesure sur la pensée de l'auteur. Mais le Socrate du Cratyle est un Socrate tout platonicien qui a médité sur la philosophie du langage et rêvé à la théorie des formes. Hermogène, fils d'Hipponikos, est un des fidèles disciples de Socrate. On dit en note, Proclus le dit même Socratikos. Fin de note. Le Phédon le nomme parmi ceux qui ont assisté le philosophe à ses derniers moments. Quant à l'assertion de Diogène de Laërte qu'Hermogène fut un des maîtres de Platon, elle est extrêmement suspecte. Hermogène était de noble famille et frère cadet du riche Callias, mais le Cratyle fait plusieurs fois allusion à l'état précaire de sa fortune. Il ressort de notre dialogue qu'il connaît les théories de Protagoras. D'autre part, il est lié avec Cratyle qu'il a souvent l'occasion d'entretenir et qu'il accompagne à la fin dans son départ pour la campagne. Tel que le dépeint Platon, il n'a pourtant pas, malgré ses fréquentations, de grandes aptitudes à la discussion philosophique. Il ne fait l'effet ni d'un philosophe, ni même d'un esprit personnel et vigoureux. En face de Socrate, il représente l'adversaire commode qui ne se dépare guère d'un rôle passif. Il soutient que l'établissement des noms est affaire de convention, mais à la démonstration de Socrate qui renverse sa thèse, il ne trouve rien à répondre.
Il accepte sans discussion l'explication du nom d'Astyanax, avec un empressement qui devance l'interlocuteur. Mais comme Socrate déclare ne pas découvrir encore la raison de cette appellation, Hermogène avoue aussitôt qu'il ne la comprend pas davantage. Il n'aperçoit pas les faiblesses des raisonnements de Socrate dans la partie étymologique. Il admire de confiance la savante étymologie de Psyché, âme, dont Socrate se moque incontinent. Il s'ébahit naïvement d'apprendre que l'idée du mouvement a déterminé l'attribution des noms aux notions morales. Je n'y avais point du tout songé, confesse-t-il. Socrate vient de suggérer une définition du nom. Hermogène se hâte de l'approuver sans en voir l'insuffisance qu'il a fait immédiatement après, rejetée par Socrate. Il s'émerveille de la vaillance que met son interlocuteur à accumuler les étymologies, mais, après en avoir admis sans observation les procédés, et la plupart du temps le détail, il acquiesce pleinement à l'impitoyable critique qu'en fait Socrate. Néanmoins, il n'a pas l'esprit assez obtus pour ne pas sentir çà et là l'extravagance des explications qu'on lui propose. À plusieurs reprises, on le voit se récrier sur le caractère étrange et recherché, la complication laborieuse et l'audace des étymologies mises en avant. Il semble entrer à demi dans la plaisanterie, avec une admiration légèrement railleuse qui fait écho à l'ironie de Socrate. Il est frappé du ton inspiré que prend son maître, comme s'il débitait des oracles, et dans la confiance que lui donne, assure-t-il, l'inspiration de Typhon, on discerne une pointe de badinage. De même, dans son éloge de l'étymologie de Thétis, qui est jolie, en grec komson, et dans les compliments qu'il fait à Socrate sur ses progrès. Bref, Hermogène nous présente comme une moyenne des auditeurs habituels de Socrate. Avec ce mélange de curiosité naïve et de finesse naturelle que l'on rencontre si souvent chez Platon et Xénophon, dans les jeunes disciples du maître déconcertés par la subtilité retorse de sa dialectique, mais sensibles à l'attrait de son ironie. Il n'y a aucune raison de ne pas identifier Cratyle avec le philosophe du même nom dont parlent Aristote et Diogène Laërce. L'un et l'autre le donnent comme ayant été le maître de Platon avant Socrate, selon le premier, après la mort de Socrate suivant le second. Disciple d'Héraclite, il renchérissait encore sur la doctrine du maître, au point de dire qu'on ne peut entrer même une fois dans l'eau du même fleuve et de rendre sa pensée par un mouvement du doigt pour éviter la parole qui l'eût fixée. L'indication de Diogène est en partie erronée, et il faut admettre que Platon a suivi les leçons de Cratyle avant d'entendre Socrate. Il est permis d'attribuer à cet enseignement la profonde influence que le système d'Héraclite a exercée sur sa pensée, en le persuadant que les choses sensibles en proie au changement perpétuel ne sauraient être objet de connaissance. Confère Métaphysique d'Aristote, 987a 32 à 987b. Fin de note.